Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue sur le Renard littéraire. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va faire un update lecture. Dans cet update lecture, je vais vous parler du tome 2 de Vaisseau d'Arcane, de Plein Gris, de Guadalquivir et du Faiseur de rêves, et vous allez voir, ces lectures ont vraiment été très bonnes, à différents niveaux, mais vraiment toutes positives. Donc on va commencer tout de suite. Je commence cette update lecture avec une fin de saga puisque j'ai lu le deuxième tome de Vaisseau d'Arcane, l'Empire des Abysses, qui est écrit par Adrien Thomas et édité chez Nemos. Je précise que je vais baser mon avis uniquement sur ce tome et non sur la saga globalement et que je vais spoiler donc les événements du premier tome. Donc, si vous n'avez pas lu le premier tome, n'hésitez pas à skipper cette partie et à revenir écouter mon avis sur la fin de la duologie ultérieurement. Un an s'est écoulé depuis les événements du premier tome, c'est-à-dire la réussite du coup d'état orchestré par les Poissons Crânes. Ces derniers dirigent le Grimmark, mais pas sans connaître une certaine résistance. De son côté, Sov achève son entraînement d'assassin et Solal, son frère qui était touché par la magie, part de son côté pour un voyage mystérieux. J'avais lu le premier tome en 2021 et ça avait été une de mes meilleures lectures de cette année-là. Malgré un début un peu compliqué étant donné que l'univers n'est pas facile à prendre en main, j'avais été totalement embarquée dans cette histoire. L'univers était riche, les personnages ambivalents, des rebondissements totalement inattendus étaient présents. Pour vous donner un ordre d'idée, je me suis toujours pas remise de la fin de ce premier tome alors que ça fait plus de 2 ans que j'ai découvert ce livre. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est de savoir si le deuxième tome est bon ou non. Et il l'est. Même si j'ai été un peu moins enthousiaste au moment de refermer ce livre. Tout d'abord, ce tome 2 est aussi rythmé que son prédécesseur. Il se passe beaucoup de choses et dès le départ, on sait que le déroulé de l'intrigue se fera sans temps mort ou avec peu de moments calmes. Et j'ai aussi aimé la variété de l'action. Ce n'est pas forcément des combats ou des explosions. L'action peut avoir une portée plus politique et je trouve que Adrien Thomas maîtrise très bien cet aspect. Une scène politique peut être autant haletante qu'une scène de bataille dans ce tome 2. Par contre, je regrette cette ellipse d'une année. Je trouve que le fait de laisser passer un an et de ne pas revenir plus précisément sur les événements qui s'y sont déroulés font qu'on a l'impression de ne pas avoir toutes les clés de compréhension. Qu'il y a un manque à gagner dans la construction des personnages par exemple. Notamment pour le personnage de Solal, mais j'y reviendrai un peu plus tard. C'est tout de même un page-turner, j'ai eu du mal à le lâcher, j'étais captivée par les rebondissements mis en place, mais c'est vrai que je ne peux m'empêcher de penser qu'il y a un arrière-goût de trop peu et que je reste un peu sur ma faim. Pour ce qui est des personnages, je suis un peu plus mitigée. Le personnage de Nîmes était vraiment un point fort du premier tome et ici, je le trouve un peu plus en retrait, ce qui est dommage. Pour continuer sur une note similaire, j'en attendais beaucoup du personnage de Soph, que je trouvais trop passive et extérieure à sa propre histoire. Bon, certes, elle se prend en main, mais devenir assassin et faire quelques petites actions n'ont pas réussi à combler mes attentes. Et je n'ai pas non plus adhéré à la prise de parole de Solal et à son traitement. Le voir avec toutes ses capacités mentales m'a surprise et décontenancée. C'est pour ça que j'aurais aimé avoir plus d'indications sur ce qui s'était passé durant cette année écoulée, pour bien comprendre le cheminement de ce personnage et aussi ceux qui l'entourent, ce que cette nouvelle en fait pouvait provoquer dans l'univers. Mais l'auteur a introduit aussi de nouveaux personnages intéressants comme l'héritière de la société d'armement Valois, si mes souvenirs sont bons. Ce serait chouette d'avoir une histoire avec son point de vue à elle, c'est un personnage qui était très intéressant à suivre et que j'ai beaucoup aimé. En ce qui concerne le style d'écriture, c'était très bien écrit. Je commence à connaître un peu le style de l'auteur, donc je sais que ça va être bien narré, bien formulé, donc je vais pas m'appesantir davantage sur ce point. Conclusion pour cette duologie, même si l'ensemble est bon, j'ai une préférence très marquée pour le premier tome, qui n'a pas cessé de me surprendre, que ce soit avec son intrigue ou ses personnages. La fin est bien, mais ce deuxième tome n'a pas la même saveur, et c'est un petit peu dommage, mais ça reste une très bonne lecture quand même. Ensuite, j'ai lu Plein Gris de Marion Brunet qui est paru chez PKJ. J'en avais rapidement parlé dans la vidéo du bilan de milieu d'année et je vous laisse la vidéo dans le petit i. Plein Gris, c'est un thriller young adulte très court puisqu'il fait à peine 200 pages dans lequel on va suivre un groupe d'adolescents, Emma, Elise, Sam et Victor qui sont pour la plupart navigateurs depuis l'enfance. Alors qu'ils partent en voyage en bateau pour l'Irlande, ils vont trouver le corps sans vie du 5e membre du groupe, Clarence. Ils n'ont pas le temps de s'apesantir sur cette découverte puisqu'une violente tempête fonce droit vers eux.
Ce livre est une grosse surprise et je ne m'attendais pas à aimer autant. Je dois dire que j'avais pris ce livre parce que j'avais envie d'une histoire courte qui me permette de respirer un peu entre deux grosses lectures de fantasy et je pensais que j'allais rapidement l'oublier. Pas du tout. Le résumé est trompeur puisqu'à mon sens, si vous cherchez un Cluedo en pleine mer, ce n'est pas le livre qu'il vous faut. On comprend assez rapidement au vu des réactions apathique que tout le monde sait en fait ce qui est arrivé à Clarence et que ça n'a finalement pas tant d'importance que ça. Si je devais décrire Plein Gris, je dirais que c'est un survival en milieu hostile avec en toile de fond l'histoire d'un groupe d'amis créés autour d'un gars méga toxique et pervers. C'est haletant, on n'a pas le temps de respirer, même quand on lutte pas contre la nature pour survivre, on a vraiment le souffle court et le besoin de continuer à lire. Et de fait, je ne m'étais même pas rendu compte que les pages défilaient et je ne pouvais pas lâcher le livre. Je l'ai terminé en un peu plus de 24 heures, mais ça c'est parce qu'il fallait bien que je dorme un peu. L'histoire est palpitante et on découvre au fur et à mesure l'ampleur de la catastrophe dans laquelle ils sont. En dehors de l'aspect survie, j'ai trouvé que le traitement des relations toxiques était très bien traité et on sent, c'est horrible ce que je vais dire, mais c'est l'impression que j'ai eue que la mort de Clarence est en fait une délivrance pour eux. Comme un poids qui s'échappe des épaules de tout le groupe. Les personnages ne sont pas du tout clichés, ils sont même on ne peut plus crédibles. Même le personnage de Clarence est très bien réussi. L'autrice décrit très bien son comportement pervers, ce vide court en lui, le manque de respect qu'il fait passer pour des boutades, le gaslighting récurrent. Donc si vous savez pas ce que c'est le gaslighting, c'est le fait d'inverser la culpabilité. Cette impression que tout tourne autour de lui, c'est vraiment très bien fait. Et enfin, j'ai beaucoup aimé le style d'écriture. J'avais peur au départ quand j'ai vu que c'était un livre écrit à la première personne du singulier et au présent. C'est un style d'écriture que je trouve au mieux maladroit, au pire risible, et peu d'auteurs et autrices parviennent à me faire apprécier ce genre de narration, et Marion Brunet en fait clairement partie. C'est très bien écrit, l'immersion dans les pensées d'Emma, dans sa détresse et dans sa lutte était vraiment totale. C'est un roman que je conseille, c'est une superbe découverte, et j'irai lire ce qu'elle a fait d'autre, notamment Sans foi ni loi, qui est un western qui n'a que de bons échos, et ça m'intrigue vraiment. J'ai également lu Guadalquivir de Stéphane Servan, à retrouver aux éditions Gallimard. Dans ce roman, on va suivre l'histoire de Frédéric, un adolescent qui n'a pas un quotidien facile étant donné qu'il baigne dans la délinquance, qu'il devient de plus en plus proche d'un groupe d'extrême droite, antisémite, islamophobe, etc. Cependant, sa grand-mère qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer n'en a plus pour longtemps et celle-ci s'échappe de l'hôpital pour rejoindre l'Andalousie, sa terre natale, et Frédéric va l'accompagner dans son voyage et faire également la rencontre d'autres personnages qui pourraient avoir un impact sur sa vie. J'adore ce que fait Stéphane Servan, c'est même plus que ça, je porte un amour profond pour ses écrits. Je l'ai découvert avec Sirius et j'ai enchaîné sur La langue des bêtes, Le cœur des loups, Féline et Miette, mais j'étais vraiment curieuse de découvrir son premier roman, le point de départ de sa carrière, et Guadalquivir est un bon roman. Ce n'est pas son meilleur, mais on sent dès le départ qu'il y a du potentiel. En fait, je pense que ce qui me gêne principalement dans cette histoire, c'est que c'est un peu mal dégrossi, encore un peu hésitant. Notamment au niveau de l'intrigue, j'ai eu beaucoup de mal à comprendre ce que l'auteur voulait mettre en avant et je n'ai pas forcément trouvé un équilibre entre la maladie d'Alzheimer et les enjeux qui verront le jour au cours du voyage. Le traitement de la maladie d'Alzheimer m'a paru aussi un peu étrange et pas forcément crédible. Il y a des scènes qui me paraissent un peu invraisemblables au vu de l'état d'avancement de la maladie qui nous est fait part. L'écriture aussi est un peu balbutiante. On sent le potentiel poétique et lyrique, mais il est légèrement enseveli par un style direct et un peu brutal que je ne connaissais pas l'auteur et qui me semble un peu moins naturel que ce qu'il fait d'ordinaire. On voit clairement qu'on est dans un style d'écriture propre à la fin des années 2000, voire début des années 2010. Mais malgré tout, c'est un roman qui possède plein de surprises et qui a plein d'égards et aujourd'hui encore d'actualité, et il a un aspect intemporel. Je pense par exemple au moment où l'auteur explique la nécessité absolue d'avoir un droit à l'avortement qui est inscrit dans la loi et qui est protégé puisque dans certains pays, avorter constitue soit un délit, soit un crime, ou encore quand il tient un message qui permet de rappeler que l'ennemi c'est pas l'autre. L'ennemi c'est tout un système et je vous laisserai découvrir le livre parce qu'il l'explique très très bien. C'est un premier roman un peu brut de décoffrage où il y a du bon et on sent que par la suite il n'a cessé d'affiner cela. Il y avait aussi des éléments
un peu moins convaincant, ou pareil, l'auteur a travaillé sa manière de raconter des histoires, d'importer des messages politiques lisibles par un large public, et ce travail, il a payé. Si vous êtes fan de l'auteur, c'est à découvrir. Si vous ne le connaissez pas encore, je vous conseillerais plutôt de commencer par Sirius, qui est un road trip post-apocalyptique très touchant et merveilleusement bien écrit, et qui constitue vraiment la porte d'entrée idéale pour découvrir le travail de l'auteur. Je termine cette vidéo comme je l'ai commencé avec une conclusion d'une duologie, en l'occurrence La Muse des Cauchemars, qui est la suite et fin du Faiseur de Rêves. C'est écrit par Laini Taylor et publié chez Lumen. Comme pour Vaisseau d'Arcane, je tiens à préciser que mon avis va se baser uniquement sur ce livre et non sur la saga dans son entièreté. Je ferai un avis global sur toutes les sagas que j'aurai terminées cette année dans une prochaine vidéo qui paraîtra certainement en tout début d'année prochaine. Donc, La Muse des Cauchemars se déroule directement après les événements de la fin du tome 1. Après avoir sauvé la ville de Désolation, Laszlo retrouve Sarai qui est malheureusement décédée après avoir glissé de son balcon et n'avoir eu aucune rambarde à laquelle se tenir. Heureusement, Sarai va être sauvée par sa camarade Mina, je décide de l'appeler Mina même si son prénom est écrit différemment, mais ce sauvetage va être le point de départ d'un chantage à l'encontre de Laszlo. Sauver toute Désolation ou uniquement Sarai. C'était une très bonne lecture et de façon générale, je trouve que ce deuxième tome est un digne successeur du premier. Il a effectivement ses défauts. Comme le premier, il a quelques longueurs. Pour donner un ordre d'exemple, les 200 premières pages sont assez longues à découvrir. C'est, on va dire, 80% de redites et j'ai beau avoir eu besoin d'un petit rafraîchissement, un rappel des enjeux qui sont dessinés dans le tome 1, au bout d'un moment, j'ai trouvé ça très long. Alors, je n'imagine même pas la sensation de longueur qu'ont dû ressentir celles et ceux qui ont enchaîné les deux tomes. J'ai également trouvé que certains aspects de l'univers étaient un peu plus brouillons, mal amorcés et que ça donne l'impression d'arriver un peu comme un cheveu dans la soupe. C'est dommage parce que l'autrice a développé un univers incroyable. C'est onirique, chaleureux, fourmillant de détails et l'ambiance est très réussie. Autre point qui pourrait gêner, mais personnellement ce n'était pas mon cas, la romance continue à prendre une part importante dans l'histoire. Ce n'est pas l'élément central, mais il y a quand même pas mal de scènes qui développent, explorent et abordent la relation entre Sarai et Laszlo. Et je dis que ça ne m'a pas gêné dans le sens où la romance est ultra chou. Ce n'est pas une relation toxique. Et oui, c'est un peu mièvre, mais en fait, je préfère 1000 fois une relation un peu mièvre dans laquelle les personnages sont à l'écoute de l'autre, veillent à respecter leur consentement, leurs émotions et à s'écouter et s'encourager mutuellement, qu'une romance ultra toxique avec un mâle alpha imbuvable et qui en a rien à faire de l'autre, moi qui a quand même un petit cœur sous sa carapace. Donc, ce qui me permet de faire une transition magnifique sur les personnages. Laini Taylor sait écrire des personnages nuancés, attachants et au background complet. Je dois dire qu'hormis Ruby et Fauve qui sont casse-pieds parce qu'ils sont le contre-exemple parfait de ce que je viens d'expliquer entre Sarai et Laszlo, j'ai aimé suivre chacun des personnages présentés. Laszlo, c'est une vraie crème. Il est gentil, empathique, serviable. Il a aussi quelques défauts parce que ce n'est pas un personnage parfait, loin de là, mais ça fait du bien d'avoir un personnage principal aussi gentil, qui aide les autres sans rien demander en retour parce que il veut juste que la personne se sente bien. Pareil pour Sarai, c'est un personnage tellement gentil, attachant et pacifiste. Et les antagonistes, je mets des guillemets entre ce mot parce qu'au final, à part Scatis que l'on ne suit jamais étant donné que ça fait longtemps qu'il a disparu, personne n'est réellement du côté du bien ou du mal. On arrive à comprendre les actions de certains personnages comme Eilfan ou Mina parce que l'autrice leur a donné un vrai passé, des traumatismes, mais on ne leur pardonne pas leur action pour autant. Tout est toujours dans la nuance et elle accorde une grande place à l'évolution des personnages. Ils ne sont en aucun cas figés, ils essayent de lutter pour guérir de leur traumatisme, à tout le moins avoir une vision plus apaisée sur leur passé et ça j'ai beaucoup aimé. Dernier point que j'ai adoré, c'est la qualité de l'écriture. C'est poétique, le style est travaillé, le visuel aussi. C'est un plaisir à lire et j'espère que l'autrice pourra encore nous livrer des récits aussi bien écrits et j'espère qu'ils se dérouleront dans le même univers que le Faiseur de Rêves car je pense qu'il y a encore beaucoup de zones d'ombre qui méritent d'être levées et beaucoup d'autres histoires qui méritent d'être racontées.
Voilà, cette vidéo est désormais terminée et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire quelles ont été vos dernières lectures et si vous avez lu un des livres présentés, quel a été votre avis. N'hésitez pas également à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, ce qui vous permettra d'avoir une notification dès que je sors une vidéo. Et moi, en attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt.